Fidèles téléspectateurs d'Event News, bonjour. Nous recevons encore une fois pour vous sur nos programmes le docteur Boga Sako Gervais. Avec lui, nous allons échanger sur les questions de l'actualité sociopolitique de Côte d'Ivoire. Mais avant, nous allons d'abord parler avec lui de son dernier opus, ce dernier livre qu'il vient d'écrire, qui est le président de la République. Docteur Boga Sako, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois sur le plateau de Event News TV. Bonjour, cher ami Jean-Paul Auro. Bonjour, chers amis téléspectateurs de Event News TV. Merci beaucoup. C'est un plaisir de me retrouver avec le président des journalistes ivoiriens de la diaspora. Je vous rappelle, voilà la couverture du dernier livre du docteur Boga Sako Gervais qui vient de sortir aux éditions Marie Bro Foundation en Angleterre. En Angleterre. Voilà la couverture. Docteur Boga Sako, vous n'êtes pas votre premier livre. Tout à l'heure, je rappellerai votre 6e bouquet, si je ne m'abuse. Tout à fait, oui. Tout à l'heure, je rappellerai les 5 premiers que vous avez écrits. Mais on vous voit dans plein de conférences à travers le monde, sur des plateaux télé, parler des questions de droits de l'homme, parler de politique. Qu'est-ce que vous recherchez exactement? Ben, merci, c'est une question globale en fait. Je suis un militant des droits de l'homme, je suis épris de justice et de paix. N'oublions pas, vous le savez très bien, que je suis exilé politique à cause de la situation grave que la Côte d'Ivoire a connue en 2010. Et donc, depuis mon engagement étudiant à l'époque, en 1994, je me suis engagé pour les droits de l'homme, pour la défense des hommes et des femmes de ce monde qui aspire à la liberté. Et malheureusement, les dirigeants dans le monde en général, mais en Afrique en particulier, traquent, violent les droits de l'homme, violent les libertés publiques. Et donc, je défends les droits de l'homme. Les livres que j'écris, les conférences que je fais, ma première préoccupation, c'est que vivons dans un monde de paix. Vivons dans des pays dirigés par ceux qui méritent de diriger, ceux que le peuple a choisi pour diriger, sans qu'on en veille aux citoyens lambda, sans qu'on ne viole les droits de l'homme, sans qu'on ne brise les citoyens. Et c'est le père Joseph Wojcicki qui disait « Tant qu'il y aura dans le monde de la misère, les droits de l'homme seront toujours violés. S'unir et se lever pour les défendre est un droit sacré. Je fais mon devoir de citoyen en défendant les droits de l'homme. » Beaucoup estiment que dans votre combat, ou du moins dans votre mission pour la défense des droits humains, il y a aussi beaucoup de politique dedans. Oui, parce que les droits de l'homme sont une matière politique. À la vérité, ce sont les dirigeants, les chefs d'État, les gouvernants qui ont le droit de protéger les droits de l'homme. Puisque quand vous lisez les constitutions de tous les pays du monde, le dirigeant a le devoir de protéger, d'apporter la sécurité des personnes et des biens, de défendre les droits des citoyens. Malheureusement, ce sont ces dirigeants-là qui jouissent, qui détiennent la police, la gendarmerie, l'armée et l'économie. Ce sont eux qui violent les droits de l'homme. Donc, ils ne font pas leur travail. Du coup, les militants des droits de l'homme viennent les rappeler à l'ordre. On vient leur dire, votre mission pour laquelle le peuple vous a élu, c'est de défendre ses droits, c'est de protéger les hommes et les femmes dans le pays. Et donc, voilà un peu que la matière politique est tout à fait invitée. Voilà. Dans la question des droits de l'homme, par exemple, il dirige, il n'assure pas la santé, il n'offre pas un emploi aux diplômés, il ne construit pas des écoles. Donc, je m'adresse à lui pour lui dire, on t'a élu pour ça. Donc, du coup, le dirigeant devient un peu la cible des défenseurs des droits de l'homme. Et c'est pour cela que nous sommes traqués, en général, dans le monde, par les dirigeants, mais les mauvais dirigeants. Mais vous savez que, quelquefois, votre discours n'est pas apprécié par tout le monde parce qu'aujourd'hui, vos choix politiques, ou du moins votre camp politique, je note que vous êtes aussi le 5e vice-président de EDS. Tout à fait. C'est une formation... Une coalition. Une coalition politique, Ensemble pour la démocratie et la solidarité. Si la souveraineté. Souveraineté en Côte d'Ivoire. Est-ce que votre position politique, vos positions politiques ne brouillent pas un peu votre message sur les questions de... Non, du tout, du tout. Vous regardez l'histoire des défenseurs des droits de l'homme, ils ont toujours été, en général, opposés aux dirigeants. Ça, c'est le principe que j'ai rappelé tantôt. Mais en plus, ils sont plutôt, comment dirais-je, cantonnés dans la gauche vers les libertés. C'est-à-dire que les partis politiques ou les dirigeants qui défendent les libertés,
qui défendent les droits de l'homme. Parce que ce n'est pas seulement les militants qui sont forcément les défenseurs des droits de l'homme, il y a des hommes politiques qui sont engagés aussi pour la défense des droits de l'homme. Du coup, déjà à ce niveau, il y a une sorte de coïncidence des visions. Mais je vais vous prendre un peu le cas en Côte d'Ivoire. Dans les années 90, 91, 92, la crise estudiantine de Yopougon, où l'armée descend de la cité universitaire et tout cela, j'étais à l'époque militant des droits de l'homme au niveau... non, j'étais plutôt observateur de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme. Et j'ai vu que, à l'époque, les militants des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, notamment le président René Denis Segui, mais il s'est engagé dans le combat pour que les droits de ces étudiants qui avaient été brimés soient réhabilités et soient respectés. Et donc, je me rappelle que la marche qui avait eu lieu à cette époque-là, on les avait arrêtés, on les a mis en prison et tout. Donc, de façon générale, les défenseurs des droits de l'homme, ils marchent aussi avec les hommes politiques qui défendent les mêmes objectifs. Et donc, il peut y avoir une coïncidence de vue. Mais cela n'empêche, regardez, vous parlez de EDS. Je suis un membre fondateur de EDS parce que j'ai appelé l'opposition ivoirienne, les Ivoiriens, à se mettre ensemble contre un régime qui s'avère dictatorial. Rappelons que EDS est proche du président Laurent Gbagbo. Exactement. Donc vous êtes un proche de Laurent Gbagbo. Si vous voulez, dans la défense de ses droits à lui, parce qu'il a été bombardé par une communauté internationale qui a mal apprécié la crise de mon pays en 2010. Parce que ce Laurent Gbagbo a été attaqué par une rébellion que j'ai condamnée et que je condamne toujours. Du coup, défendant le président Laurent Gbagbo, la plupart des journalistes ont considéré que j'étais un pro-Gbagbo et tout cela. Je leur ai beau expliquer que je n'ai pas besoin d'être FPI. Je n'ai même pas besoin d'être un partisan. Je défends les droits de l'homme. Laurent Gbagbo était au pouvoir, je le critiquais. Toute la Côte d'Ivoire le sait. Mais aujourd'hui, regardez mon pays être bombardé par la communauté internationale en complicité avec des opposants ivoiriens, avec une rébellion en surplus. Je dis non, je suis désolé. Donc on s'est battu, je me suis engagé pour que le président Laurent Gbagbo soit libéré. Et Dieu merci, il est acquitté aujourd'hui. Revenons sur votre dernier livre, oui. Qui est le président de la République. Je le représente à nos téléspectateurs. Voilà, c'est le dernier opus du docteur Boga Sako Gervais. Gervais, si... Oui, tout à fait. Gervais. Quel est l'objet de ce livre exactement? C'est vrai qu'il y a vos collègues d'une autre télévision, Afrique Média, qui me disaient « Oui, mais quand le titre est comment dirais-je, à polémique et tout cela, qui est le président de la République ?» À la vérité, je voudrais dresser le profil réel d'un homme qui se dit président de la République. Et que vous fassiez le tour des pays du monde, il y a toujours le profil qui est tracé dans la plupart des constitutions du monde entier. Ma grosse préoccupation, c'est que quelqu'un qui veut diriger un pays, qui veut diriger des citoyens, comment peut-il se retrouver après comme le bourreau de ceux qu'il a voulu diriger? Ça m'a choqué, surtout quand j'ai vu la crise de mon pays et que je regarde la plupart des dirigeants en Afrique. Donc, qui est le président de la République? Je me suis interrogé, c'est quoi un président de la République? Et voilà ce que c'est qu'un président de la République, notamment en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Donc j'ai pris toutes les constitutions de la Côte d'Ivoire et puis j'ai regardé dedans quelles sont les obligations, quelles sont les exigences, mais quelles sont les qualités et les valeurs que doit avoir quelqu'un qu'on doit appeler président de la République. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, on a eu 5 dirigeants, depuis Oufouette jusqu'à aujourd'hui. Mais il y en a qui ne méritent même pas. C'est-à-dire Oufou-Boigny, Henri Conan Bédier, le général Robert Guéhi, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Mais sur les 5, il y en a qui ne méritent même pas. Il y en a qu'on ne peut même pas appeler président de la République. Exemple, Guéhi Robert. Il a fait un putsch, il n'a jamais été élu, il n'est pas président de la République. Parce que quand tu es président de la République, c'est que tu as respecté tout le processus établi par la Constitution jusqu'à sa fin. Les 4 autres, on peut les appeler présidents de la République? Ah non, pas évident. Parce qu'il y en a qui sont devenus présidents avec des armes. Il y a problème. C'est qui? Vous voulez parler du président Alassane Ouattara? Oui, mais il n'a pas été déclaré vainqueur de l'élection de 2010. Il est devenu président après une crise grave. On dit, bon, ça ne fait rien. C'est lui qui déclare le vainqueur. Et comme il y a trop de morts, il n'a qu'à... C'est ce que dit l'arrêt de M. Yao Paul Ndré le 6 mai 2011. Donc, il est devenu président de fait. En 2015... Mais c'est le même Yao Paul Ndré qui l'a investi le 21 mai 2011. Oui, mais j'ai son nom. Du coup, il est devenu président. Non, oui, M. Yao Paul Ndré dit dans son arrêt, compte tenu de tout ce qui s'est passé, je te déclare président de la République.
Oui, mais quand on est président de la République, c'est après une élection. Donc, qui est le vainqueur de l'élection? La question reste posée. Et il n'a pas répondu. Vous êtes encore sur ce Non, je ne suis même plus là-dessus. Mais je constate que il est deux présidents de fait. Mais pas de façon régulière. Donc, problème. Je le note pour que l'histoire le retienne. Et puis, on avance. D'accord. J'ai parcouru votre livre avec beaucoup de plaisir. Merci. Au chapitre 3 de votre bouquin, oui. vous donnez les différents, comme vous le disiez tantôt, les différentes qualités, les différentes valeurs que devrait incarner le président de la République d'un pays. Tout à fait. Pour pouvoir être désigné, comme être digne président d'une République. Pour nos téléspectateurs, est-ce que vous pouvez résumer les qualités et les valeurs que devrait incarner le président de la République? Oui, en fait, alors je vais répondre à votre question. De temps en temps aussi, il faut qu'on amène les téléspectateurs à lire le livre. Donc, je ne vais pas trop détailler. Voilà. Sauf que sur cette question-là, dans le chapitre 3, il y a quelque chose qui m'a marqué et je le partage avec vous, hein, pour ceux qui nous suivent là. Mais après, il faut acheter le livre, vous allez voir tous les détails. Lorsque je regarde un peu ce qui se passe à travers le monde, je m'interroge sur la crise qui s'est passée dans mon pays et qui continue de se passer, sur la question des critères pour être un président de la République. Aujourd'hui, vous savez que la Côte d'Ivoire s'est butée sur la question de la nationalité. On est d'accord? Mais les Ivoiriens ne l'ont pas inventé. C'était prescrit dans la Constitution. Et je me rends compte qu'aux États-Unis, par exemple, un homme comme Obama est devenu président, alors que quand même on sait qu'il est d'origine kenyane de par son père. Il est devenu président. Quand vous regardez en France, un homme comme l'ancien premier ministre qui était espagnol, Manuel Valls, a été premier ministre de la France, alors qu'il est d'origine espagnole. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'au fond, l'humanité est capable de transcender le critère de la nationalité. Donc les Africains aussi sont capables de le faire. Le problème, c'est quoi finalement? Pour moi, quand je regarde la valeur majeure digne d'un vrai président de la République, c'est l'amour de son pays, c'est l'amour de son peuple. Et ça, dans le livre, j'avoue que c'est le chapitre que j'ai développé le plus. Je considère qu'un Chinois, un Japonais, un Vietnamien, un Guinéen, comme à l'époque où Houphouët-Boigny prenait ses personnalités venues d'autres horizons pour être dans son gouvernement, et puis ça ne le gênait pas et tout cela. Mais le plus important, c'est que quelle que soit ton origine, quand tu viens et que le pays t'a adopté, il faut démontrer que tu aimes ce pays. Et donc mon problème du coup, je n'en veux même plus à Alassane Ouattara qu'il soit d'origine burkinabé, ça ne m'intéresse même pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est son amour du pays. Et je me rends compte qu'il n'aime pas tant la Côte d'Ivoire. Ah bon? Quand je vois la façon dont il brade les richesses de mon pays, il signe des contrats, il prend des dettes à n'en point finir. Je me dis... Ça participe au développement de la Côte d'Ivoire. Non, ce développement, on n'en veut pas. Il faut développer le pays en fonction des richesses du pays d'abord. Et puis avoir... Mais vous faites l'affaire. Quand vous faites à bloquer... Vous faites l'affaire, il a réalisé très vite les infrastructures. Et puis après, on est venu, à notre époque, on n'a pas de boulot, on n'avait rien. Moi, je suis devenu professeur à l'université parce qu'il n'y avait même pas de possibilité alors que parce que mes parents sont modestes. J'aurais voulu rapidement finir et puis avoir un job. Je voulais rentrer à l'ENA, etc. Mais il fallait passer par d'autres moyens. Du coup, je me suis concentré sur les études pour devenir professeur à l'université. Parce que dès que je suis devenu enseignant à l'université, il y avait du boulot. Donc, quelque part, on endette le pays, on ferme le pays à tous les jeunes. Donc aujourd'hui, l'endettement que fait M. Ouattara, je pense que ça ne témoigne pas de son amour du pays. Mais il faut aller au-delà. Aime-t-il vraiment les Ivoiriens? Est-ce qu'il aime vraiment les Ivoiriens? Quand il vous les garder en prison... Vous, c'est sur quelle base, c'est sur quel élément vous annoncez que le président Alassane Ouattara n'aime pas les Ivoiriens? Je le dis parce qu'il brime une partie des Ivoiriens. Et puis, il applique le rattrapage ethnique. Ce n'est pas aimer les Ivoiriens. C'est aimer un clan par rapport à tous les Ivoiriens. C'est ça. Mais, il n'y a pas longtemps, il a libéré... Il a pris une loi d'amnistie, tous les prisonniers ont été libérés, les exilés sont en train de rentrer. Quels exilés qui rentrent? Quels exilés qui rentrent? Il y a une vague d'exilés qui est rentrée récemment. Cela coûte quoi, M. Ouattara, de prendre l'avion de notre pays là et d'aller au Togo, au Ghana, dans les camps de réfugiés? Et puis il leur dit, bon, écoutez, veuillez rentrer. C'est quand même un président de la République, il faut respecter. Oh, cher ami, j'ai vu ici en France, j'ai vu les présidents français, j'ai vu les Nicolas Sarkozy et autres aller chercher les réfugiés sur les terrains. C'est ça un président de la République. Bon sang, on n'est pas président pour rester au palais. On est président pour aller vers le peuple. Parce que c'est le peuple qui fait de vous président. Et c'est ce que j'explique dans le livre.
Un président, c'est quoi? Il a envoyé ses ministres. Il a envoyé ses, et puis, il a envoyé ses ministres au Ghana. Quand ils sont allés au Ghana, vous savez finalement à quoi on a abouti? On trie sur le tas un certain nombre de personnalités qu'on range dans notre camp. Le problème de M. Ouattara, c'est que quand il fait des actions, c'est pourquoi vous venez dans son camp. Si vous ne venez pas dans son camp, il vous brime ou il vous laisse là où vous êtes. Regardez aujourd'hui M. Alcé Diédié. Il était au Ghana. Il est rentré avec Ouattara Kedjebo, un certain nombre de personnalités qui ont rejoint son camp. Quand vous rejoignez son camp, il est pressé d'aller vous chercher. Moi, il ne viendra jamais me chercher parce qu'il ne viendra jamais de son camp. D'accord. Bon, revenons sur le livre rapidement et nous reviendrons, rassurez-vous, sur les questions de l'actualité sociopolitique ivoirienne. Qui est le président de la République? En couverture de votre dernier livre, nous avons l'Afrique et nous avons des images. Nous avons les figures du président Laurent Gbagbo, du président de feu, le président Félix Houphouët-Boigny, de feu le président Thomas Sankara et aussi feu Nelson Mandela. C'est ça. Pour vous, quelles représentent ces différentes figures pour qu'ils fassent la couverture de votre livre? Bon, par exemple, la Côte d'Ivoire, en tout cas jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, j'ai beaucoup d'admiration pour le président Laurent Gbagbo. Pourquoi? Parce que j'aime bien son ouverture d'esprit. D'abord, il a apporté à mon pays, d'un point de vue démocratique, ça vraiment je le souligne beaucoup et j'ai apprécié cela. Et puis j'aime son ouverture, parce que c'est quelqu'un qui accepte la différence. Il accepte de se voir critiqué. Moi, je l'ai beaucoup critiqué et il m'a toujours humblement apprécié et respecté dans mon engagement pour les droits de l'homme. Et je l'ai toujours rappelé à qui veut l'entendre. Mes bureaux ont été cassés par la FECI à l'époque. Le président de la République s'est déplacé. Ce n'est pas seulement mon bureau de la PDH quand j'étais président, mais il y avait la LIDO. La FECI a cassé nos bureaux. Le président de la République s'est déplacé, il est venu à nos bureaux. Et c'est d'ailleurs à la veille de son passage que ce livre m'a été inspiré, que j'ai écrit. Donc j'aime beaucoup ce président que j'ai critiqué, mais en même temps, quand il est reparti après la visite, on a été protégé par des gardes du corps. Ça m'a toujours marqué. Donc je considère que c'est un monsieur qui était démocrate dans l'esprit et dans l'âme et qui le vit. N'oubliez pas qu'il allait chercher Bédier et M. Ouattara lui-même quand ils étaient en exil. Il faut être un président assez ouvert et grand dans l'âme et dans l'esprit pour faire ça. M. Ouattara ne le ferait jamais. M. Ouattara ne le ferait jamais. Non. Bon, maintenant... Pas préjugé de ce que... mais je suis là, ça fait 10 ans qu'il est là, il ne le fait jamais. Donc avançons. L'autre aspect, c'était... Bon, Houphouët-Boigny. Houphouët, c'est Houphouët. Qu'on dise tout ce qu'on veut, mais Houphouët nous a légué un pays. Houphouët, il y a deux choses. Les infrastructures dans notre pays et la culture de la paix. Au-delà de ce que, en tant que militant des droits de l'homme, j'ai fouillé, j'ai vu des coups bas, j'ai vu les emprisonnements, les faux complots. J'en parle un peu dans le livre. Mais ce n'est pas ce qu'on retiendra d'Houphouët. On retiendra deux choses. Il a fait la Côte d'Ivoire moderne, c'est pourquoi on l'appelle le père de la Côte d'Ivoire moderne. Et puis en plus, Houphouët, c'était quand même la paix. N'oubliez pas qu'il méritait d'avoir le prix Nobel de la paix. Quand il n'a pas obtenu, il a quand même obtenu un prix de la paix qui porte son nom avec l'UNESCO. Bravo. Et puis maintenant, Thomas Sankara et Nelson Mandela, ça ce sont vraiment les grandes figures que j'ai voulu retenir. Je sais très bien que Thomas Sankara n'est pas arrivé au pouvoir après une élection. Tout à fait. Donc on est d'accord là-dessus que d'un point de vue de président de la République, ça peut poser problème. Mais en si peu de temps, en 3 ans, quelques mois que ce garçon... Quand il est arrivé au pouvoir, il a massacré, assassiné un certain nombre de... Oui, sans doute. Oui, malheureusement, même quand on prend en compte ça fait, mais ce qui reste de Thomas Sankara, c'est le courage qu'il a eu de défendre les droits de l'homme, de défendre les droits de la femme, de défendre l'Afrique, de prôner la souveraineté de notre continent. C'est extraordinaire. Que ce garçon demande aux impérialistes, on ne peut pas payer la dette. Il a été réaliste. Il allait aux Nations Unies, il allait à l'Union africaine, il a défendu les grandes valeurs de notre continent. Et c'est pour cela que sur tout le continent africain, et même dans le monde, ce monsieur, on parle toujours de lui et on parlera toujours de lui. Maintenant, Nelson Mandela, aujourd'hui, on a besoin d'un Nelson Mandela en Côte d'Ivoire. Je disais souvent aux gens, M. Ouattara veut nous faire avaler les ponts, les routes. C'est pas ça. On voudrait un Nelson Mandela. C'est quelqu'un qui est capable de transcender les rancœurs, de transcender les crises et d'être un réconciliateur. C'est ce qui a manqué à M. Ouattara. C'est pourquoi nous, on est en exil. On aurait pu retourner dans notre pays. Mais est-ce que ce n'est pas intéressant que vous conseillez le président Hassan Ouattara, qui devienne un réconciliateur, qui devienne un homme de paix? Pourquoi pas? Vous ne pensez pas qu'il puisse le faire un jour? Comment il va le faire maintenant où il a perdu M. Bédier, où il a perdu Guillaume Soro? C'est-à-dire que c'est trop tard, maintenant il ne peut plus. C'est-à-dire au moment où il devait le faire là, c'est quand son bloc était soudé, RHDP. Il ouvrait les bras à tous les autres partisans de M. Gbagbo et à nous autres qui n'étions pas de M. Gbagbo, mais qui défendions notre pays.
Parce que c'est ça qui m'a envoyé en exil, la défense de ma patrie, que je ne veux pas voir quiconque avec des armes. Comment, est-ce que tu es à l'aise quand tu viens au pouvoir avec une rébellion? Moi, je ne sais pas comment un président de la République peut être à l'aise avec ce schéma-là. Vous me demandiez tantôt, est-ce qu'il est digne d'être appelé président de la République? Comment je peux être content d'arriver au pouvoir avec une rébellion? Et après, il a été réélu en 2015. Même en 2015 encore, il est réélu sur quelle base? Était-il éligible? Parce que le Conseil constitutionnel a dit qu'il est candidat dérivé. C'est-à-dire que, non, mais c'est vrai. Plus sérieusement, il est président en fonction. Donc vous imaginez que le Conseil constitutionnel a le déclaré inéligible? Mais c'est possible. Si vous êtes devenu président à la suite d'une crise et qu'on a dû vous déclarer président parce qu'on ne peut pas faire autrement, pour qu'on ait la paix. Mais quand vous voulez maintenant être réélu, il faut qu'on réhabilite tous les dossiers. Moi, ce que j'aurais aimé, parce que M. Guillaume Soro s'était réjoui quand le Conseil constitutionnel s'est prononcé. En réalité, M. Gbagbo n'étant plus là, vous profitez pour régulariser la situation de M. Ouattara. Si on l'a traité de tous les noms, qui n'était pas ivoirien et tout, profitez de l'occasion là pour régler cela. Et puis il n'a qu'à être un candidat éligible en bonne et due forme. Mais vous dites qu'il est candidat dérivé. Ça veut dire que vous acceptez sa candidature sur la base de 2010. On n'est pas sorti de l'auberge, et j'en parle dans le livre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est encore président, toujours sur les bases qui ne sont pas clarifiées. Justement, sur ce sujet, oui, le président Alassane Ouattara qui arrive au pouvoir en 2010 oui, avec une alliance et un soutien, celle de l'ancien chef de la rébellion, Guillaume Soro, avec une alliance avec le président Henri Konan Bédié, président Henri Konan Bédié du PDCI. Aujourd'hui, ces trois de 2010 ne sont plus amis. Comment vous observez, comment vous analysez cette situation? Mais je l'analyse très bien et je me réjouis parce que de plus en plus, que ce soit en Europe ici, quand je fais les conférences ou aux États-Unis, il y a de plus en plus de nos amis du PDCI RDA. Ils nous ont rejoints parce qu'on ne s'était pas trompé. On était dans le vrai. Il faut aimer son pays au-delà de tout. Je dis toujours aux gens, et ça je le disais à l'époque à votre collègue Awa Ewoura, je dis les hommes passent. Dieu, vous faites passer. Gbagbo va passer. Bédié va passer. Ouattara va passer. Mais la Côte d'Ivoire reste. Et ça, c'est notre héritage. Moi, je ne partage pas avec qui que ce soit. Et je suis aussi propriétaire de ce pays-là que tous ces dirigeants-là. Donc, je suis heureux que le président Henri Konan Bédié ait fait, et c'est pour ça que je l'ai toujours salué, il a fait preuve d'humilité en allant jusqu'à Bruxelles pour rencontrer le président Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, on est d'accord, on est heureux, parce qu'on parle le même langage que le PDCI. Et c'est ensemble qu'on va sauver notre patrie. Bon, s'agissant de M. Guillaume Soro, je n'en parle pas trop. Ben justement, je voudrais revenir sur son cas. Il a dit récemment à Milan, en Italie, où vous vivez d'ailleurs, que Soro, du moins le président Laurent Gbagbo, oui, devrait faire l'effort de réconcilier sa propre famille politique avant de se réconcilier avec le président Henri Konan Bédié. Quel est votre avis sur cette situation, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, sa famille politique est quasiment divisée. Il y a le président Afi qui est d'un côté, il y a Simon Gbagbo au sein même du FPI qui est un peu, je dirais, oui, marginalisé. Comment jugez-vous cette approche? Analysez-vous la sortie de Guillaume Soro sur Laurent Gbagbo? J'ai mes collaborateurs et mes amis de l'Italie, parce que je suis de passage à Paris, ils m'ont envoyé l'élément. Si M. Guillaume Soro avait parlé dans les termes que vous venez d'utiliser, je n'aurais même pas fait de commentaires. Malheureusement, il a dit quelque chose mais qui est absurde et mensonger. Il a osé dire que si le président Laurent Gbagbo est encore en prison, c'est parce qu'il n'a pas réussi ou bien il ne veut pas faire la réconciliation dans son propre camp. C'est une absurdité. Si Laurent Gbagbo a été en prison, c'est parce que Guillaume Soro et Alassane Ouattara ont décidé, n'ayant pas réussi à le tuer avec les bombes françaises, ont décidé de l'éloigner de la Côte d'Ivoire à l'amener à la CPI. C'est ce qui est juste. Et donc aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la réconciliation. La réconciliation, Laurent Gbagbo aurait pu la faire. S'il était en Côte d'Ivoire, pourquoi vous l'avez envoyé à la haie? Et puis vous dites que c'est parce qu'il ne veut pas se réconcilier qu'il est à la haie? Arrêtez. Et je ne peux pas accepter cela. Et puis, en même temps que je comprends pourquoi M. Gbagbo ne veut pas recevoir M. Guillaume Soro. Je comprends. Parce que tu as comploté pour l'amener là-bas. C'est pour ça que le président Bédié, il a eu l'humilité. Le président Bédié, vous savez très bien ses discours. Beaucoup de personnes jugent que beaucoup d'observateurs de la vie politique estiment clairement que le président Bédié, c'est qu'il intéresse à viser sa réconciliation avec Laurent Gbagbo est tout simplement électoraliste. C'est parce qu'il veut être candidat et être président à nouveau. Mais c'est la même chose qu'on dit, c'est la même chose qu'on dit de la démarche de Guillaume Soro. Et c'est pourquoi ça ne passe pas.
On considère que son pardon qu'il demande là, sa réconciliation là, c'est dans un but électoraliste. Et nous, on ne veut pas cela. Quand tu sais que tu as fait du tort à des personnes, tu leur demandes pardon. Et puis tu marques le pas. Mais en même temps que tu demandes pardon, il dit, élisez-moi comme... Non, on ne peut pas le faire. Mais si tous les Ivoiriens se jugent insincères dans chaque déclaration de pardon, de réconciliation, vous êtes sûr qu'on va y arriver pendant que le régime au pouvoir aujourd'hui estime que les pardons que présente Charles Blé Goudé est insincère, pendant que vous dites que ce que Soro Guillaume est en train de dire, c'est insincère, pendant que Soro Guillaume est en train de dire que Bédier ou les autres en allant, ou certaines personnes analysent que Bédier en allant là-bas à Bruxelles, tout ce qui l'intéresse, c'est avoir le soutien de Laurent Gbagbo pour 2020. Il n'y a personne de sincère en Côte d'Ivoire alors. Donc la réconciliation, on l'a fait comment? On l'a fait de la façon suivante. C'est celui qui dirige, qui est au pouvoir, qui prend les choses en main. Si l'Afrique du Sud s'est réconciliée, c'est parce que Nelson Mandela l'a voulu. Quand il est arrivé au pouvoir. Et quand j'ai relu Nelson Mandela en écrivant mon livre, j'ai compris que c'était un monsieur, le jour où il a pris le pouvoir, non seulement il a ouvert les bras aux Blancs sud-africains, mais en même temps, il a été celui qui était le gendarme de ses propres frères noirs, pour ne pas que le pays s'embrase. Cher ami, vous savez qu'en 2001, on a connu un forum de réconciliation nationale, mais qui l'a initié? C'était Laurent Gbagbo. C'est le dirigeant qui prend l'initiative. Tant que le dirigeant ne prend pas l'initiative, on perd notre temps. Le dernier parmi nous qui a commencé à mener une caravane de la paix, c'est la ministre Geneviève Brogrébé. Je l'ai reçue en Italie. Et puis après, on se retrouve à Paris. La pauvre dame, elle a été massacrée, en prison, maltraitée. Elle dit, bon, je veux faire la paix. Et puis quand on se retrouve, je lui dis, mais madame la ministre, ma chère sœur, ce que tu fais est beau. Mais qui t'écoute? Parce que les dirigeants là, Abidjan, M. Ouattara dit, la Côte d'Ivoire est réconciliée, elle est en paix, elle évolue. Elle évolue sans nous. Elle évolue sans ceux qui sont au Ghana, sans ceux qui sont au Bénin, sans ceux qui sont au Togo. Mes chers amis. Vous êtes en train de nous dire que la réconciliation n'a jamais intéressé le président Alassane Ouattara. Mais est-ce que ça l'intéresse? Mais lui-même, il reconnaît que c'est son échec. Est-ce que ça l'intéresse? Cher ami, si ça l'intéressait, M. Ouattara, il peut plaquer du doigt et la réconciliation se fait. Mais il n'en veut pas. Parce que je ne sais pas comment il est fait. Il est dans une logique de gouverner la Côte d'Ivoire sans une partie des Ivoiriens. Sinon, le rattrapage ethnique, là, ça rentre dans quel cadre de réconciliation? Certaines personnes estiment d'ailleurs que c'est ce qui l'a poussé, ou du moins c'est ce qui a poussé les avocats de la République de Côte d'Ivoire à être auprès de la Cour pénale. Exactement, pour dire, on va faire un ajout pour que M. Laurent Gbagbo ne rentre pas. Je vois que vous êtes vraiment un journaliste et que vous comprenez très bien. Quand on veut la réconciliation, on n'écrit pas à la CPI pour dire, je vais vous donner des éléments pour qu'il soit bloqué à Bruxelles. C'est quel esprit de réconciliation cela? Un monsieur qui allait te chercher quand tu étais en exil. Quand tu étais exilé en France, Laurent Gbagbo te fait venir, il te donne des gardes du corps, il te protège. Et puis, il fait de toi candidat contre lui. Cher ami, ok. Il n'y a pas de comparaison. Merci, docteur Boga Sako. Avant de venir à la dernière question, j'aimerais rappeler à nos téléspectateurs que nous recevions le docteur Boga Sako Gervais à l'occasion de la sortie de son dernier livre qui est le président de la République. Un document, un essai dans lequel il donne les qualités, les valeurs que devrait incarner le président de la République. Mais je note et je rappelle que Dr Boga Sako n'est pas son premier livre. Il a écrit Les droits de l'homme à l'épreuve 4 de la crise ivoirienne en 2002. Ensuite, la crise, du moins la guerre d'Abidjan n'aurait dû pas avoir lieu. Je suis noir et j'aime le manioc. Il a écrit aussi Afrique Liberté, mon combat pour les droits et les libertés. Mon combat pour les droits et les libertés. Voilà. Je pense que j'ai lu comme il fallait. Tout à fait. Dernière question, avant qu'on ne se sépare, pour nos téléspectateurs. Beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui, vous qui êtes membre de cette formation politique EDS, beaucoup d'Ivoiriens disent, mais Laurent Gbagbo est sorti de la CPI depuis avril 2019. Blé Goudé parle. Pourquoi Laurent Gbagbo ne parle pas? Pour vous, devrait-il parler pour libérer, vous dénouer un certain nombre de choses dans sa propre famille politique et dénouer un certain nombre de choses dans la situation socio-politique en Côte d'Ivoire en général? J'avoue que c'est une question très personnelle. Elle est personnelle en ce sens que ça dépend de lui, c'est sa stratégie. Moi, juste été à sa place, j'aurais parlé. Parce que depuis le temps où il était en prison jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de non-dits.
Je suis très observateur. Et même quand il parle, par personne interposée, on dit qu'il n'a pas parlé. Tenez-vous bien, j'ai rencontré l'avocat à qui le président Laurent Gbagbo a remis la lettre adressée à M. Afingessa pour dire « Je suis candidat au congrès de Mama avec ma signature ». Il s'appelle Maître Tapie, il est à Bruxelles. Mais quand il est arrivé à Abidjan, avec certifié par un notaire, M. Afingessa dit « Gbagbo n'a jamais dit cela ». Donc il y a nécessité que le président parle. Mais cela dépend de lui. Moi, je peux comprendre qu'il estime qu'il est dans une procédure judiciaire qui n'est pas encore aboutie. S'il parle tôt, s'il parle vite, et que demain la procédure est relancée, sa parole devient caduque et un peu ridicule. Ce qui est tout à fait différent de M. Charles Blé Goudé, il a son style. D'abord, Charles Blé Goudé a fait des études de communication. Il ne faut pas l'oublier. C'est un communicateur. Il estime que, et puis il est jeune. Et puis il estime que quel que soit le temps qui va passer là, son avenir est devant lui. Donc il est toujours en promotion et puis en même temps aussi il a quelque chose à dire. Et puis en même temps il estime que la prison là s'agit. Il faut qu'il en parle aussi. Il a mûri. Et puis il pense à la Côte d'Ivoire qui s'enlise. Donc il donne son avis. Le président Laurent Gbagbo, c'est une personnalité d'une autre trempe, d'une autre dimension. Sa parole vaut de l'or. Mais en même temps, il faut plutôt parler à ses militants. C'est à eux qu'il faut plutôt parler. À ses sympathisants. Parce que quand on se réclame de Laurent Gbagbo, on a une attitude quand même à adopter. C'est ce qui est ridicule. Moi, je ne peux pas comprendre que des gens ont travaillé avec le président Laurent Gbagbo en parti politique et au gouvernement. Et puis aujourd'hui, quand ils parlent, c'est eux qui mettent en doute. Et nous-mêmes qui ne sommes pas de leur parti politique, on va dire quoi? Je vais aux États-Unis, ils sont en guerre. Je viens à Paris, il y a des soubresauts. On va à Abidjan, c'est pareil. Donc moi, je pense que souvent, il faut respecter la dimension du président. Et puis sa vie privée, là, sa vie intime, là, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est l'image que ce monsieur a représentée pour notre pays et ce qu'il représente encore pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Je voudrais, avec votre permission, en terminant vraiment mon propos, dire qu'il y a quand même pour le livre un certain nombre de dates qui ont été retenues. Si justement, je vous permets de les annoncer. Tout à fait. Alors, donc, il y a qu'en Italie, les amis sont tous mobilisés pour que le 23, nous nous retrouvions à Milan. Ah, voilà, à Milan, on fait la dédicace de ce livre-là. Et donc, j'invite tous les panafricains, tous les frères d'Italie, la plateforme des leaders d'Italie, c'est-à-dire l'UNG, le FPI, et Côte d'Ivoire Libre Expression, les patriotes de Brescia, les filles de Marie Corée, tout ce groupe, on est ensemble, nous travaillons ensemble, le COGEP de Blé Goudé, nous tous, avec la FIDOP, on se retrouve à Milan, ce 23-là, pour dédicacer le livre. Et puis après, le 23 novembre. Le 23 novembre, donc samedi 23 novembre. Et puis le 14 décembre, c'est vraiment la grande cérémonie à Paris, ici, où je vous invite. De toute façon, c'est vous-même qui serez le grand maître de la cérémonie, puisque c'est au Palais des Congrès de Montreuil. Merci. Je remercie tous les artistes, tous les grands artistes de Côte d'Ivoire de la Résistance, Gadi Sely, Serge Kassi, François Kensi, Abou Gadier, tous. On va passer une belle soirée de 17h à l'aube au Palais des Congrès de Montreuil, le 14 décembre, ici à Paris. Et puis après, il y a d'autres dates, mais bon, pour le moment, je donne ces deux-là, ces deux grandes-là. Merci, Dr Boga Sako, d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Nous rappelons à nos téléspectateurs que nous recevions le Dr Boga Sako pour la sortie de son dernier livre, qui est le président de la République. Voilà. Nous vous remercions de nous avoir suivis. J'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à suivre ce autre programme, et parce que nous avons eu beaucoup de plaisir à vous le présenter. Au revoir et à la prochaine. Merci. Merci, cher ami.